Vous n'êtes pas ce que vous croyez que vous êtes. Et toutes les personnes qui m'écoutent et qui me voient ne sont pas ce qu'ils croient qu'ils sont. On est dans une prison mentale, intellectuelle. Je l'avais dit, je l'ai rêvé, qu'il arrivait plus tôt. De la visite rare, Claude Jodorowsky, l'homme de théâtre, réalisateur. Oui, Alexandre Jodorowsky. Écoutez, ça fait 40 ans qu'il n'est pas venu à Montréal. La troisième en rappel, ça fait rire les oiseaux. Sa venue à Montréal s'inscrit dans le cadre d'une série d'événements, dont une conférence au Monument national, là où il s'était produit avec le mime Marcel Marceau dans les années 60. Cette visite relève du fantastique. 22 admirateurs ont déboursé chacun 1 000 $ pour financer cette visite, la première depuis 1974. Bienvenue à ce dévoilement de la programmation du 12e Symphonium. Hommage à Alexandre Jodorowsky. C'est à vous. Alors, l'Université de philosophie, on a l'intention de faire venir ici les maîtres ou les grands singes ou les grands sages de toutes ces disciplines. Et M. Jodorowsky, j'ai pas besoin de vous parler de lui, puisqu'il va parler de lui tout seul tout à l'heure. Dans le livre « La danse de la réalité », à la page 136, M. Jodorowsky a 19-20 ans et il fait avec ses amis des actes poétiques au Chili. Et un jour, avec un de ses amis, ils vont chez Pablo Neruda, à sa résidence. Lui, il n'est pas là, ils savent qu'il n'est pas là. Et ils mettent des chrysalides, des cocons de papillons partout dans la maison, en se disant, quand il va revenir de voyage, il va ouvrir la porte et ça va être plein de papillons. Alors nous, on a un ami qui élève des papillons et on s'est dit qu'on va lui faire un acte de psychotendresse. Durant sa douche de papillon, eh bien, on a un ami argentin qui va venir nous lire un poème de Pablo Neruda. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, quien no se atreve a cambiar el color de su vestimenta, o bien no conversa con quien no conoce. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones. Justamente estas que regresan el brillo a los ojos y restauran los corazones destrozados. Muere lentamente quien no gira el volante cuando está infeliz con su trabajo o su amor. Quien no arriesga lo cierto ni lo incierto para ir atrás de un sueño. Quien no se permite ni siquiera una vez en su vida huir de los consejos sensatos. Vive hoy, arriesga hoy, hazlo hoy. No te dejes morir lentamente, no te impidas ser feliz. Pablo Neruda. C'était une expérience très agréable pour moi. Mais dans cette cage-là, il fallait se maintenir équilibré, on pouvait tomber et on pouvait écraser un papillon très facilement.
parce qu'ils sont d'une délicatesse extrême. Alors j'ai vigilé tous mes gestes pour ne pas blesser cette œuvre d'art, que c'est un papillon vivant. J'ai pensé aux personnes à lesquelles je lis les tarots. De la même façon que j'ai traité ces papillons, avec la même délicatesse, je lis les tarots à une personne, parce que chacun des sentiments d'une personne, c'est comme un délicat papillon, qu'avec les moindres gestes brutaux, ou pas contrôlés, on peut casser. Les relations humaines sont comme ça. On est enfermé avec une personne, avec ses papillons, et on doit laisser vivre sa délicatesse fragile. C'est tout ce qu'on veut de moi? Non, moi j'aimerais que me fasse des questions. Parce que je peux laisser le temps pour qu'il fasse un portrait, soyons gentils. Puisque nous sommes dans l'art visuel, je vous présente aussi la toile derrière, qui est faite par Pascal Montandon, l'épouse de M. Jodorowsky, avec Jodorowsky. Donc c'est une œuvre collective. J'ai fait les dessins, elle fait la couleur. Et toutes les affiches qu'on a pu voir à Montréal sont des œuvres de... On est un couple bizarre, parce que je suis presque son grand-père. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le plus grand bonheur, c'est être dans le présent, ni dans le passé, ni dans le futur. Et en étant dans le présent, être ce qu'on est, et pas ce que les autres veulent que tu sois. La vie, c'est le bonheur. Être vivant, c'est un bijou, c'est un cadeau, c'est un bonheur. Moi, je le crois vraiment, hein. Moi, je suis très conscient que c'est un scandale être positif dans ce monde malade. Tu sais, au commencement, je me dis, on ne peut pas guérir le monde, mais on peut commencer à le guérir. Après, j'ai progressé. On ne peut pas guérir le monde, mais je peux commencer à me guérir. Et après, j'ai progressé. On ne peut pas guérir le monde, mais on peut commencer à l'enrichir. Descends dans le puits de ton inconscient. Trouve tes valeurs intérieures et enrichis le monde, au lieu de les salir. C'est ça que je pense, moi. Est-ce que je m'en vais? C'est un beau silence. Alors, M. Gourde, si vous voulez bien vous approcher et remettre ce fameux diplôme Maurice Causard, puisqu'on vous remet le titre de grand rectum de l'Université de philosophie. Alors, photo officielle, s'il vous plaît. Il vieillit bien, Jodorowsky. Le temps a passé, mais il est toujours en éveil. C'est ça, exactement. Jodorowsky a eu un impact majeur sur plusieurs artistes québécois, dont certains lui rendront hommage. C'est très inspirant, nourrissant, puis ça débloque des affaires qui étaient coincées dans le cerveau. C'est comme une espèce de ménage, un reset du cerveau. C'est une grande liberté d'esprit, une grande liberté de mouvement, que tout était possible. Monsieur Jodorowsky, bienvenue à Montréal. Merci. Dans l'article qu'elle publie ce matin dans la presse, Nathalie Petrovski rappelle le dernier passage de M. Jodorowsky à Montréal. C'est Roch Demers qui l'avait fait venir donc pour le lancement de El Topo. C'était en janvier 1974 et il y avait une conférence de presse au Nelson dans le Vieux-Montréal et il y avait un cheval. Alors il s'était quand même promené brièvement sur son cheval blanc. Mon prochain invité est un créateur mythique et un clown mystique. Voici le psychomagicien Alexandro Jodorowsky.
Alexandro Jodorowsky, c'est aussi un tireur de tarot. Et il est à Montréal cette semaine à l'invitation de François Gour. Non, maintenant, c'est François Gourdorowsky. Ah, Gourdorowsky. Et il est invité par l'Université de philosophie. Que vous présidez. Je suis rectum de l'Université de philosophie. Et d'ailleurs, M. Jodorowsky a été nommé grand rectum hier. Oui, hier, on lui a donné un diplôme, grand rectum de l'Université de philosophie, puis c'est pas un trou de cul, là. François, qu'est-ce que la philosophie? J'ai créé la philosophie parce que, pour moi, c'était une rencontre entre la philosophie et la folie. Parce que depuis toujours, on a privilégié le sérieux, on a privilégié le côté gauche du cerveau au détriment du côté droit, qui est l'esprit créatif et tout ça. Alors, il y a même des recherches scientifiques qui ont été faites, si on parle au-delà de votre cerveau, de Jill Bolte Taylor. C'est allé jusqu'au docteur Kataria. Un Indien qui a fondé le yoga du rire. Oui. Et maintenant, il y a au-dessus de 3000 clubs de rire à travers le monde. Il s'est aperçu que rire est essentiel. Patch Adams lui dit que des enfants, ça rit entre 7 et 800 fois par jour et qu'un adulte rit rarement plus que 7 à 8 fois par jour. Alors, c'est des rires perdus parce qu'à l'école, on dit arrête de rire, sois sérieux, à la fin, mets-toi une cravate, étouffe-toi, et puis endette-toi, puis travaille, puis là, tu sais. Ce que je trouve intéressant dans cette folie-là, c'est pas un désir de provoquer en juste coupant des cravates, mais il y a une volonté d'éveil là-dedans, d'éveil de conscience. Bien, en fait, c'est tellement large. Ici, là, un des maîtres, Moulay Nasruddin. Ça, c'est connu en Orient, au Moyen-Orient. Moulay Nasruddin, c'est un moyen que les soufis avaient pour passer des messages par des fables, passant par l'absurde pour expliquer la sagesse. Bon, ça, c'est le classique. Éloge de la folie, de Héras de Rotterdam. C'est un livre qu'il a écrit sur le coin d'une table à la sauvette. Oui. Pour moi, c'est un manifeste de la philosophie. La fête des fous ici, de Harvey Cox. Essai théologique sur les notions de fête et de fantaisie. Puis c'est extraordinaire parce que durant une semaine, dans toutes les églises en France et en Europe, ils faisaient la fête des fous, puis c'était même scatologique. Mais c'était un exutoire qui permettait, dans une semaine, de faire tout sortir ta folie, puis ensuite, d'être opprimé pendant les 51 semaines. Puis tu t'aperçois que derrière cette espèce de volonté de rire, il y a une volonté d'atteindre l'extase qui est pareil comme les grands maîtres sérieux. Et qu'est-ce que c'est, ce bel ouvrage? Ça, ici, c'est un livre qu'on a découvert. C'était fait en Italie. Ça s'appelle le Codex Serafinianus. C'est de Luigi Serafini. C'est un Italien. Et puis qui a fait un ouvrage fantastique. Un manuel d'ethnologie d'une société qui existe pas. Et puis, tout le texte est inventé, l'écriture est inventée. Pour nous, c'est vite devenu évident que c'était le livre qui était à la base de l'Université de philosophie. La Bible philosophique. Est-ce qu'on est tout seul dans le monde à être philosophe ou il y a d'autres courants qui ressemblent à ça ailleurs? Il y a beaucoup de courants. D'abord, si on monte un peu dans le temps, on peut aller vers les surréalistes, les dadaïstes, qui sont d'une grande influence. La pataphysique, qui est la science des solutions imaginaires. Chez les Grecs, Diogène, c'est un de nos ancêtres. Aristophane, c'en est un autre. Et en ce moment, en Islande, à Reykjavik, c'est un comédien clown et avec des amis. Ils se sont présentés aux élections municipales et ils sont là, ils sont rentrés. Ça fait déjà 1 an qu'ils sont là. Politiquement, au Brésil, où tu as Thierry Rica, qui est un clown qui s'est présenté dans un district de Sao Paulo. C'est un immense savoir extraordinaire que je te dis, autant dans la médecine, autant dans l'éducation, autant dans la politique, la culture. Ces êtres audacieux, Coluche en France. Ici, au Québec, on a une histoire de philosophie extraordinaire. Gaston Miron, Gauvreau. Solz, Apébest, Clarolina, Clanac, Lunac, Lubec. Cette fois, c'est terminé.
Même Charles Bois, à ses débuts, le Stitch Show, pour que le Québec soit créatif et inventif comme ça, faut qu'il y ait de la fiente, de la merde, du pourri pour que le Lotus sorte. Et puis nous, on est justement des brasseurs de marbre. Je trouve que les gens ont des perceptions assez figées. On regarde souvent un objet de la même manière. On regarde toujours comme ça, mais si on regarde comme ça, tout d'un coup, on voit l'objet d'un autre angle. Je trouve que la philosophie sert un peu à ça. Regarde, c'est beau, oui. Hein? Quand je dis on est des humoritionnaires, le but, c'est de changer, d'éveiller ou d'endormir. Nous autres, c'est qu'on veut vivre quelque chose. Fait que vivre quelque chose. Ben oui, mais c'est vrai, ça peut être juste être aussi. Tu sais, déjà une forme de subversion. Ah. C'est-à-dire de rien faire. Tu trouves pas ça un peu plate? Ben non, parce que j'y étais. Ah, t'étais? Moi, j'y étais pas. C'est moi qui l'ai pas eu. Ah, excusez-nous. Le 29 mars dernier, j'étais sur la rue Saint-Laurent, marchant tranquillement en route pour le Monument national pour aller écouter une conférence de Jodorowsky. Et je dois vous avouer que je me disais, mais s'il y a 100 à 150 personnes ce soir, ça va être extraordinaire, ça va être un succès. Parce que qui, aujourd'hui, se souvient des films de Jodorowsky et du Jodorowsky des années 70? Au début des années 70, vous avez réalisé 2 œuvres cultes du cinéma contemporain, dont le western métaphysique El Topo, que j'ai vu à peu près à sa sortie. Vous y incarnez un pistolero qui doit éliminer les 4 grands maîtres du désert. Para encontrar a los 4 maestros tendremos que viajar en espiral. Pour moi, Jodorowsky, ça a d'abord été El Topo que j'avais vu au Festival de Cannes en 1971 et j'avais été absolument bouleversé par le film. 2 ans plus tard, je me retrouve à Cannes et cette fois-là, c'était pour voir La Montagne sacrée. En voyant El Topo, John Lennon est tombé sous votre chambre. Selon la légende, il vous aurait aidé à trouver le financement pour votre film suivant, La Montagne sacrée. Est-ce que c'est vrai? $1 million me a fait donner par Alan Klein, qui était le propriétaire de Apple, qui publiait ce disque. Et comme ça, j'ai pu faire le film. Et il m'a dit, fais ce que tu veux. Et j'ai fait ce que j'ai voulu, j'ai fait La Montagne sacrée. C'était comme la confirmation d'un talent absolument unique et gigantesque dans le domaine du cinéma. Et je suis allé à la conférence de presse que Jodorowsky était invité à donner après la projection du film. Et ça a été pour moi une conférence de presse unique dans ma vie, en ce sens que la salle était bondée et la moitié des critiques de cinéma, des gens qui étaient là, ont rapidement commencé à invectiver Jodorowsky d'avoir fait un film comme La Montagne sacrée, à tel point qu'à un moment donné, dans la salle, Jodorowsky n'était plus en mesure de prendre la parole. Ce sont ceux qui aimaient le film qui engueulaient ceux qui ne l'aimaient pas et vice-versa. Il y a même des gens qui sont venus au coup. Il y a eu des chaises de renversées. Et je me souviens que j'étais monté sur scène pendant que tout ça se passait pour dire à Jodorowsky, moi, j'ai beaucoup aimé votre film. Et je me suis mis à engueuler ceux qui engueulaient Jodorowsky. L'influence de Jodorowsky est directement liée au fait que nous tous avons en nous une part de ce qu'on pourrait appeler de spiritualité. Et on peut l'appeler, ça peut être religieux, ça peut être mystique, mais c'est de spirituel, d'un au-delà, de quelque chose qu'on sait qui existe mais qu'on ne comprend pas. Et Jodorowsky fait une œuvre qui se situe dans ce domaine-là et qui nous aide à saisir et à comprendre des dimensions qu'on a en nous mais qu'on ignore.
Bien, l'enfant nu, c'est votre fils. C'est votre fils? Si, si, Ah si. oui. Tu sais, moi, j'ai fait ce fils et la femme est partie pendant 6 ans. Je ne me préoccupais pas, mais je me suis dit, quelles sont mes dettes? Je me suis dit, bon, j'ai un enfant qui n'est pas avec moi, ça, c'est une dette. Alors, j'ai écrit une lettre à sa mère, qui était actrice en Afrique, s'occupait beaucoup. Et alors, je lui ai dit, envoie-moi Brontis, c'est mon fils. Et il me l'a envoyé. Et il est arrivé à 6 ans avec les portraits de sa maman. La unique chose que j'avais fait pour lui, le faire cadeau d'un ours en peluche. Il avait parti, il est arrivé avec son ours et les portraits de sa mère. Et dans le film, je lui ai dit, maintenant, tu as 7 ans, enterre ton premier jouet et les portraits de ta mère. Alors il enterre les jouets, les portraits de sa mère. Et c'est ce qu'on voit dans le film, c'est il est exactement ça. traumatisé jusqu'à 25 années. C'est un traumatisme. Mais je ne me rendais pas compte parce que j'étais un artiste. Je ne pensais pas aux autres, je pensais à mon nombril. Là. Et un jour, je lui ai dit, écoute, j'ai fait une erreur grave. Je n'avais pas le droit de te couper de ta mère ni de te couper de ton rêve infantile. Alors, viens avec moi. On était dans le jardin, mets-toi tout nu. Je me suis mis un chapeau noir, tout ça, un parapluie. J'ai fait comme un cheval, il venait derrière moi. Et on arrive au jardin, je lui ai dit, fais un trou là, tu as le droit d'avoir une mère et tu as le droit d'avoir un jouet pour toi, ton souvenir. Déterre l'ours. Il a déterré un ours beaucoup plus beau. Il a déterré les portraits de sa mère, mais colorés. Tu vois, de dire, c'est mien maintenant le souvenir et je te demande mes excuses. Et j'ai arrangé les problèmes. Pour moi, c'est vraiment une espèce de synthèse de la philosophie, le travail de Jodorowsky. Je considère que c'est un grand maître, d'abord parce que lui, c'est la voie de l'imaginaire. Lui, il est guidé par l'imaginaire, il est guidé par la créativité, il est guidé par l'élan poétique. La teneur philosophique de ses livres, ça guérit. Moi, ça me fait du bien. Bon, ses films aussi, ses BD aussi. Et puis, il a écrit une 50aine de livres. Pour nous, c'est un maître et on s'est dit, il faut l'inviter à Montréal parce qu'on sentait qu'au Québec, on est dans une espèce de temps d'histoire morose où les gens ne savent plus, chacun est capitonné dans son confort et son indifférence. Alors on s'est dit, il faut faire venir un maître choc. Mesdames et messieurs, Alexandre Jodorowsky. Merci beaucoup. On ne vient pas ici seulement à écouter, on va faire des exercices. Alors, vous prenez les petits doigts, personne ne s'en à côté. Contact minimum. Et maintenant, vous levez les mains pour voir si c'est venu. Ah, formidable, c'est vrai. Alors, les femmes, on dit le plus profond que vous pouvez. C'est un peu timide alors, les derniers. 1, 2, 3, fort. Parfait. Les sons, on dit or. Les sons, les femmes vont dire un, le son or en même temps. 1, 2, 3. Là, vous avez fait l'amour. Comme je suis perfectionniste, je parle espagnol, le rigor, le son aurait dû dire Alors on va les faire de nouveau, hein, parce que ça parfait, faire l'amour, pas la mort. On n'est pas en Espagne, hein, c'est facile. Prenez les mains. 1, 2, 3, go. C'est ça qui devrait être l'humanité.
ce monde ne sont pas des sexes opposés, ce sont des sexes complémentaires. Si la femme ne connaît pas sa masculinité, ne peut pas aimer l'homme. Si l'homme ne connaît pas sa féminité, ne peut pas aimer les femmes. Alors, interchangeons si vous voulez. Vous réveillez la femme dans l'homme et l'homme dans la femme. Êtes-vous d'accord? C'est facile, une seule fois et tout. Tenez-vous des doigts. C'était spectaculaire de voir en coulisses comment il était très retenu, puis il gardait vraiment son énergie. Puis quand il est arrivé sur scène, ça tout son passé de mime, on voyait vraiment comment il bougeait. Troisième histoire. Il y a un policier dans la rue. Et tout d'un coup, va arriver là, quelque chose de curieux. Il y a un homme qui tranquillement marche par la rue avec un pingouin. Vous comprenez, pingouin? Il marche avec le pingouin. Mais qu'est-ce que vous faites avec un pingouin dans la rue? Bon, amenez-les au zoo. Ouais, ok. Oui, monsieur, je l'emmène. Il s'en va. Le policier est content, il a compris son devoir. Et tout d'un coup, une heure après, les gars arrivent avec les pingouins. Mais je vous ai dit de l'amener au zoo. Je l'ai fait, mais maintenant il veut aller au cinéma. Je me rappelle que Jean Benoît, qui c'est un Canadien surréaliste, non? J'étais très ami de lui. C'est un grand surréaliste dans le groupe d'André Breton, on était là. Je me rappelle qu'on se mettait sur une table et on mettait notre appareil et on se comparait. Et on disait, ah, celui-là c'est un intellectuel parce qu'il a la tête grande. Et on définissait la personne pour la forme de son famille. C'était, Breton n'a jamais voulu le faire. Peut-être il était timide. Donc, j'arrive au Monument national et il y a 800 personnes. Pas un siège de libre. Et Jodorowsky a été 2 heures sur scène et par la suite a répondu aux questions des auditeurs. Si j'ai une seule chose à vous transmettre, tu sais c'est quoi? Écoute-moi bien. L'enfant qui naît est supérieur à nous. Alors, demande-toi qu'est-ce qu'il a, elle, à te transmettre à toi. Et il a plus de 80 ans et il était arrivé la veille d'Europe. C'est absolument fantastique qu'il y ait eu cette énergie-là. Bienvenue à ce 12e cabaret d'incantation à la folie, organisé par le Sympholium, l'Université de philosophie. Lorsqu'on lui a présenté le programme, il a dit « Alors, vendredi soir, tout ce que j'ai à faire, c'est d'être assis et d'applaudir. » J'ai dit « Oui, c'est ça. » Ah, c'est fantastique. Alors, cher monsieur Alexandro et votre merveilleuse copine Pascal, nous vous remercions et avons décidé de vous rendre un hommage. Qué lástima que sea yo paralítica. Mejor que seas paralítica. Así soy yo quien te pasea. Qué bueno eres, maestro. Me enviabas mucho papel higiénico para que la carta fuera voluminosa. ¡Qué contenta estaba! En 1955, Marcel, il est à Paris. Et il étudie le théâtre et il connaît rien. Il sait à peine lire, à peine écrire. Il a 20 ans. Et il est tout émerveillé dans Paris
Tout est quartier dans Paris, oh, 7 péchés. Et il connaît une jeune fille belle comme le jour, au profil égyptien, Denise Brosseau, avec qui il étudiait le théâtre à Montréal. Elle est à Paris, elle étudie le théâtre, et elle lui dit un jour, elle lui dit, « Marcel, j'ai un amant. » Je dis, « Ah oui, maudit chanceux, qui ça? » Elle dit, « C'est un mime de chez Marceau. » On se retrouve à la Coupole avec Denise, elle me le présente. Il a 26 ans, j'en ai 20. Il est un peu comme mon grand frère, je connais rien. Et il me dit, « Ah, tu es catholique. Oui, c'est bien ça, tu es croyant. Oui, il faut bien croire. » Lui, il n'était pas catholique pantoute, mais c'est rien, il me dit ça. J'ai trouvé ça bien, il m'encourageait, ça me faisait... Un autre jour, il m'invite à son spectacle des 3 Horaces. Alors, j'entre dans le petit théâtre, et tout au mur, dans le hall, il y avait plein de dessins. Je regarde, c'était signé Jodorowsky. Hey, en plus, il est mime, il met en scène, il est l'amant de Denise, puis en plus, il dessine. Et quelque temps après, Denise m'invite chez elle, et j'entre, il y avait le vide. Ah ben, j'ai dit, c'est formidable, le vide, il n'y a rien de tel pour créer l'impossible. Et puis elle dit, ah oui, mais c'est un drôle de vide. Regarde, Marcel. Elle prend un mur, elle le rabat, c'était un lit. Elle prend un autre mur, c'était une table. Un autre mur, c'était une chaise. Et elle dit, c'est Jodo qui a fait tout ça. Comment? En plus, il est menuisier. Quelques années passent, plusieurs années, même un jour, je vois un film El Topo. Un autre jour, je vois un film La Montagne Sacrée. Éblouissant, plus, il est cinéaste. Et tout ça ne faisait que commencer. Il a continué à avoir 5, 6, 28 métiers et possibilités dans ses mains. Alors, Jodo, je voulais te dire, depuis la Coupole, ça fait 54 ans maintenant. Ah, dans 54 autres années, je suis dedans, je suis dedans. Mais m'en voulant pas être dedans, c'est pareil. Je suis dedans. Et maintenant, cher maître, permettez-moi de vous présenter un de vos élèves, sûrement un des plus. Et il va vous faire quelque chose. Et je sais que c'est en hommage à votre passé, où vous ne parliez pas autant qu'aujourd'hui, lorsque vous étiez mime. Quand je suis arrivé en France, je croyais que j'étais le meilleur mime du monde parce que j'étais venu de Chili. Mais je me suis trouvé avec un génie. Marcel Marceau était absolument génial. Alors je dis, bon, je ne peux pas le dépasser, mais j'ai une chose de mieux que lui, mon intelligence. Je suis beaucoup plus intelligent. Alors, je vais l'écrire des pantomimes métaphysiques parce qu'il imite Chaplin tout le temps, la pauvre victime. Et je vais lui dire des pantomimes qui sont incroyables, mais qui disent quelque chose de spirituel profond. On vous doit le fameux numéro de l'homme dans la cage de verre. Évidemment. C'est vous qui avez inventé ça. Oui, j'ai inventé ça et le fabricant de masques.
Alexandro Jodorowsky. J'ai un grand plaisir d'être ici dans un théâtre parce que, au fond des fonds, j'ai jamais abandonné le théâtre. Commencé, disons, 16, 17 ans, jusqu'à aujourd'hui. Malgré que je ne fais pas de théâtre, mais je fais la psychomagie, que c'est une thérapie théâtrale. Plus haut le micro, s'il vous plaît. Ah, d'accord, c'est bon. Est-ce que ça semble tellement un symbole phallique que moi, c'est pas mon goût, alors Dans votre autobiographie, La danse de la réalité, vous racontez qu'à l'âge de 24 ans, vous avez quitté votre famille et vos amis en embarquant sur un bateau à destination de Paris. Vous n'avez jamais revu votre famille ni vos amis. À l'époque, pourquoi vous aviez coupé les ponts avec tous ceux que vous aimiez et qui vous aimaient? Ça, c'est un acte héroïque que je ne recommande pas à personne parce que j'étais neurotique. Hein, parce que ma famille, ma société et ma culture m'avaient mis dans une cage mentale. Alors j'étais dans une conception de moi et je ne pouvais pas m'en sortir. Et je voulais me connaître de la même façon que je veux connaître l'univers, le monde. Alors pour me connaître, il me fallait couper par ma famille parce qu'il y avait une famille qui m'écrasait. Alors mon père, así, parce que mon père était toujours un villano Staline. Il était russe, communiste, staliniste, admirait Staline. Alors il avait la moustache, le costume et tout. J'étais élevé par Staline. Heureusement, mon grand-père était chauve avec des grandes oreilles, habillé en blanc, c'était Gandhi. Ça équilibré. Mon père, qui était un intellectuel raté, c'était un simple commerçant. Il n'avait pas eu l'argent pour s'élever, voulait que je sois un professionnel. Et bon, moi, j'ai décidé d'abandonner l'université, ça ne me convenait pas, parce que j'utilisais la moitié du cerveau, c'était rationnel, aucune intuition, c'était incomplet pour moi, j'étais désespéré. Et je lui ai dit à mon père, écoute, je quitte l'université pour faire des marionnettes. Il m'a regardé, ça m'a pleuré. Ça m'a pleuré, voilà, c'était comme ça la vie. Et je me suis mis à faire les marionnettes. Les premières marionnettes que j'ai faites, c'était lui, ma mère, ma sœur, mon grand-père. Et à travers les marionnettes, j'ai représenté mes problèmes personnels. Et comme ça, j'ai commencé ma guérison. Et pour moi, toujours le théâtre, c'était se guérir. De cette terreur mortelle d'être vivant, de savoir que tu n'es pas regardé. Le théâtre, pour moi, c'était une forme d'expression et de guérison. J'ai fait toutes sortes de théâtre que tout le monde fait. Je l'ai fait. Et là, j'ai commencé à apprendre à jouer, à créer, à dessiner, à faire les décors, à faire tout ça. Après, j'ai commencé à voir Cocteau, le film de Cocteau, La Belle et la Bête. Je me suis rendu compte que c'était un poète qui faisait du cinéma. C'est un poète qui était en train de faire du théâtre. Que le cœur du théâtre, c'était la poésie et pas une autre chose. Et que le cœur de la vie, c'était la poésie. Et que le cœur de la méditation zen, c'est arrivé à la beauté. Parce qu'on ne peut pas trouver la vérité, ce sont des mots. Les mots, ce n'est pas la chose. Les mots, ce n'est pas les chemins. Ils t'indiquent les chemins. Tu dois parcourir les chemins. Et la unique chose qui nous reste à nous, c'est la beauté. Quelle beauté? Alors j'ai commencé à chercher la beauté. C'était une beauté féroce. Parce que la beauté qu'on nous dit, la beauté kiki, ça ne m'intéressait pas. Alors j'ai cherché la beauté convulsive. Breton avait dit, la poésie sera convulsive, féroce ou ne sera pas. Et moi, je suis devenu surréaliste pour ça. Voilà. Vous êtes arrivé à Paris en pleine nuit à 24 ans avec à peine assez d'argent pour subsister pendant 1 mois. Vous ne parliez même pas français. Sans attendre, vous avez téléphoné au célèbre écrivain surréaliste André Breton. Oui. Et vous lui avez dit en espagnol, « Je viens du Chili pour sauver le surréalisme ». Est-ce qu'André Breton vous a raccroché la ligne au nez? Non, il m'a dit, il était aimable, c'était un personnage aimable. Eh? Je ne sais pas pourquoi il avait une tête le double de personnes normales. C'était un grand intellectuel, mais vrai, comme ça. Hein? J'étais un jeune homme, j'avais 23, 24 années. Il me dit, mais non, c'est à 3 heures du matin, c'est pas l'heure, venez demain à midi. Il dit, mais non, tout de suite. Je viens sauver les surréalistes, il faut les sauver tout de suite. Tout de suite, oui. Alors, mais non, demain. Alors, si c'est pas maintenant, vous n'êtes pas surréaliste, au revoir. Boum, j'ai coupé. Et vous ne l'avez pas revu pendant combien de temps? Je l'ai pas revu 7 années. Et j'ai sauvé le surréalisme.
Et avec les années, je me suis rendu compte qu'on est acteur parce que nos parents ne nous ont pas vus. C'est pour ça qu'on est acteur. On a besoin qu'on nous voit, qu'on nous donne l'attention que la famille ne nous a pas donnée. Peut-être on a donné l'attention à nous, mais pas à nous, à ce qu'ils veulent qu'on soit. Hein? Donc ils s'occupent, ils sont en plan, dès qu'on est dans le ventre, ils sont en plan sur nous. On nous demande de ne pas être nous-mêmes, sinon d'être ce que les autres veulent. Alors on nous donne des ordres de faire ce qu'on n'aime pas et de ne pas faire ce qu'on aime. Et alors on devient acteur. Et là, j'ai compris, tu vois, qu'être acteur, c'est devenir un autre. Mais qu'est-ce que c'est devenir un autre? Devenir le plus profond qu'on a soi-même. C'est devenir soi-même, être ce qu'on est, et ça devient un déguisement pour être accepté pour les autres. Moi, on va m'accepter si je me déguise. Et qu'est-ce que c'est que le théâtre sacré? Pues le théâtre sacré, c'est que notre acteur, que c'est l'ego, créé par la famille, la société et la culture, notre cage intellectuelle et mentale. Quand les personnes disent « je suis moi », mais personne ne sait ce qu'il est au fond. On n'est pas ce qu'on croit qu'on est. L'ego, ce n'est pas ce qu'on est. C'est une masque qu'on nous met dans l'âme et on nous emprisonne. Ce sont les limites. Et tout d'un coup, les limites commencent à s'ouvrir. Dans le théâtre sacré, tu rentres en transe et tu deviens ton être essentiel. À ce moment-là, ce n'est pas plus toi qui parles, c'est la divinité intérieure qui parle, l'infini et l'éternel en toi qui parle. Et c'est le théâtre sacré. Pourquoi avoir peur de se montrer tel qu'on est? Dans le vrai théâtre, quelqu'un me dit comment perdre la peur de jouer. Mais je dis c'est très simple. Mets-toi à poil, mets-toi à quatre pattes et montre ton anus. Ouvre-toi. Et homme, montrez ça. Femme, ouvrez les lèvres de votre vagin et montrez-vous. Alors les femmes s'examinent, se lèvent, se montrent. Dans une heure, tout le monde pouvait faire n'importe quoi. Et quand j'ai commencé à faire des spectacles, tout d'un coup, plaf, j'ai dit, il y a une prison, le théâtre est une prison. Il faut sortir le théâtre du théâtre. On va faire théâtre dans la rue, dans un cimetière, dans un autobus en marche, n'importe où. Ça ne se faisait pas, hein. Alors, le sens du théâtre, c'est l'éphémère. Ce qu'on ne peut pas répéter, ce qui se donne une seule fois. Donc, éliminons tout ce qui se répète et faisons un théâtre improvisé. Alors, j'ai créé l'éphémère panique. Grand scandale, comme d'habitude.
S'il te plaît, Alexandro, fais-moi jouer dans ton prochain film. Je pourrais me couvrir de caca. Je pourrais déchirer ma peau, la lacérer en lambeaux. Une faille traverse mon corps et je suis déchirée. Je suis seule comme un adieu, comme un chien, comme un train. Je suis la femme chien. La voix, c'est comme un câble qui a plusieurs câbles dedans. Et dans la voix, tu as le mental, intellect, dans ta voix. Mais dans ta voix aussi, après, vient l'émotionnel. Et après vient ton sexuel créatif. Et après vient tout ton corps. Alors moi, si je vais avoir une voix complète au théâtre, je commence par mes pieds. Après de mes pieds, je passe à mon sexe. Moi, je suis homme, donc j'ai des testicules. J'aurais bien voulu avoir un vagin et des ovaires. La prochaine vie, j'espère. Oui, parce que ça, cette curiosité, je vais savoir ce qu'une femme ressent. Je vais avoir un orgasme féminin, surtout, mon Dieu. C'est des choses que... Nous, on est... Elles sont... Je vais savoir ça. Alors, j'ai la voix de pouvoir. Asseyez-vous! Ya! Silence! Si moi, je parle, pour être écouté. Alors, écoute. Ça fait les bébés intérieurs. C'est la terreur, tu vois. Hey, la petite qui me dit le grand mystère. Arrête de spinner en te faisant croire que tu te réalises vraiment, OK? Oh, cassé. Je lui ouvre les bras. Et les jambes, pourquoi pas? Hommage au grand mystère mystique, au grand tout que je ne comprends pas. Je dis Alléluia! Et au Mexique, que j'habitais au Mexique 17 ans, hein, et il y avait les guérisseurs des villes, les chamans des villes. Et bon, il faisait des guérissons. Et il y avait une femme extraordinaire, elle était une petite femme grosse comme ça, un œil qui lui tombait un peu comme ça, un grand front, très, très populaire, qui faisait des opérations. Alors la personne arrivait avec un couteau de cuisine, il ouvrait la personne, coupait avec un ciseau, ouvrait, le sang sortait, te changeait le foie pour un autre, ou te changeait la colonne vertébrale, ou tu ouvrais la tête et faisait une guérison, le mettait les doigts dans l'œil de la tête de quelqu'un pour l'aider à voir, il avait l'odeur du sang,
il avait la douleur, et on sortait les personnes avec des bandages, on les couchait 15 minutes ou 20 minutes, c'était dantesque. Et là, je suis allé me mêler à cette chose-là. Alors, je suis rentré comme ça, il avait beaucoup de personnes, et elle me dit, pourquoi tu as peur de cette pauvre vieille? Avance. Elle m'a vu, je suis avancé. Assieds-toi à côté de moi. Elle m'assit à côté d'elle. Qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, je voudrais te toucher les mains. Ah bon? Il me passe les mains. Alors je touche la main, je dis, elle avait 80 ans, 80 quelques, non? Je dis, mais c'est comme la main d'une jeune fille, il a dit. Parce qu'elle était doux. Elle m'a dit, ah oui, il m'a fait comme ça. Il a fait comme ça, il a fait comme ça. Alors les gens m'ont dit, accepte les dons. Quel don? Quelque chose a commencé à briller entre les doigts, et c'était un petit triangle de métal avec un œil. Exactement le symbole de mon film El Topo. Cette vieille ne connaissait qu'est-ce qu'elle savait du cinéma. Et apparu dans ses doigts, ce symbole, et je l'ai pris, j'ai accepté les dons. Et à partir de ce moment-là, pendant 2 ans, j'ai allé à ces séances d'ouverture de Pachita, et je raconte ça dans mes livres, et j'ai beaucoup appris. Jamais je suis, c'était faux, c'était du théâtre, non? Jamais ça rentre dans mon histoire du théâtre. Si c'était faux ou vrai, quoi qu'il ce soit, ça guérit. Et l'intéressant, c'est guérir et ne pas aller chercher si elle est fausse ou pas. Et c'est là qui m'a permis à moi de créer la psychomagie, le psychochamanisme, inspiré dans cette femme. Et un autre aussi, guérisseur mexicain, mort aussi, qui s'appelle Carlos Said. Et il était incroyable, il avait créé son rituel. Parce que les médecins populaires doivent inventer sa médecine. Chacun invente ses médecins, sa médecine, sa façon d'agir. Tandis que les médecins officiels veulent tous être pareils. La même pilule, tout pareil, tout pareil, tout pareil. Et celui qui est différent, il est mauvais. Ce ne sont pas des artistes, ce sont des scientifiques. Les guérisseurs mexicains, chiliens aussi, parce que je suis allé visiter les tribus indiennes chiliennes, pas mapuches, qui sont guidées par des femmes savantes. C'est une société matriarcale. Alors j'ai étudié avec eux, tu vois. J'ai étudié comment ils guérissaient. Sont des artistes. Et moi, l'art m'intéresse. Pour moi, je ne crois pas à la révolution politique, je crois à la réévolution poétique. La conscience au pouvoir. C'est ça que je crois, moi. Alors j'ai cherché les artistes partout. Mais les artistes ne sont pas seulement ceux qui font du théâtre et du cinéma, sont les artistes qui font des choses. Et tu peux trouver des choses merveilleuses et des leçons incroyables. Geneviève, on dirait que M. Jodorowsky te parle juste à toi et qu'on est témoin de ça. Comment tu réagis? Ben moi, je suis d'accord avec tout ça. Je suis même pas d'accord. Je sais que c'est ça. Je ne te connais pas, mais tu as un bracelet d'or dans ta main droite, un anneau d'or dans la main droite, tu vois? Ouais. Mais la main gauche, il n'y a rien. Donc la droite, ça correspond à la branche masculine du père. Ouais. C'est la relation avec le père qui est sacrée, qui est vénérée, qui est attendue. Et ça, c'est vide. Et ça, c'est vide, c'est la mère. Psychanalyse en public. Non, et c'est tout à fait juste. Où tu fixes l'attention, apparaît le miracle. Alors, il faut voir les personnes. Regardez-moi pas, j'ai peur. Alors, quoi faire? Je vais te dire une chose. Si tu veux, avec toute humilité, assieds-toi là. Je vais te proposer un petit acte de psychomagie. C'est un petit acte. Tu n'es pas obligé à faire quoi que ce soit. Pas obligé. Tu le fais ou tu ne le fais pas. Je veux qu'avec tes deux mains, ne le fais pas encore. Tu ouvres comme ça. Tu vois? Tu fais comme ça. Tu amènes la main dans ta tête. Et lentement, tu enlèves ton chapeau. Lentement, tu enlèves ton chapeau. Tu vois? Et tu regardes à tout le monde comme ça. Et tu respires profondément. Es-tu capable de faire ça? Est-ce que tu as perdu tes cheveux? Tu caches une... J'ai fait du théâtre avant, oui? Dans une école. Rien que là, j'ai le moton. Le théâtre, c'est ma passion. Pour le jouer, je parle. Mais en même temps, c'est ma plus grosse peur D'être toi, de te montrer. Ouais. Mais personne ne va te critiquer. On est tous et toutes des amis.
Comme tu veux. Ouvre les bras. Eso. Alors, vois tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout. À gauche et à droite. À gauche, à droite, là. Alors, tout le monde, répétez les gestes de lui. Regarde ce que tu as produit. Alors, maintenant, ferme-toi maintenant. Ferme-toi. Comme ça. Là. Fais-le ce qu'il fait. Ce que tu ne donnes pas, tu te l'enlèves. Ouvre tes bras. Ce que tu donnes, tu te le donnes. ¿Comprenez? Alors, tes mains à ta tête. Et si tu peux, lentement, enlève-le. Ah. Mais j'apprends une leçon, c'est que je vous ai posé une question mentale. Vous ne m'avez pas répondu, ça aurait pu être facile. Vous auriez pu me dire tout ça mentalement. Et ça a été de plus par l'action que... Ça, c'est la différence entre la psychanalyse et la psychomagie. La psychanalyse guérit, la psychanalyse guérit par les mots. Mais les mots ne guérissent pas. Ça ne sert pas. Ce qui va guérir, c'est une action que tu as fait. Ça, c'est... Regarde, tu es même plus droit. Va t'asseoir. Puisque c'est une soirée un peu spéciale, on a décidé de vous faire un texte poétique qui date de l'époque où, pendant la même fin de semaine, quand moi, Pascal et Alexandre, nous vivions ensemble dans un 2,5, nous avions vu coup sur coup La montagne sacrée et J'irai comme un cheval fou. Le lundi matin, nous avons tous quitté notre emploi respectif et nous nous sommes mis à faire de la musique. Alors, c'est un hommage à cette belle vieille cassette VHS qui nous avait permis d'anticiper les malheurs de la drogue. Vidéo Club. Un vidéo. VHS, oublie ça, j'étais tellement VS que j'ai acheté un VHS. Vidéoclub, avec mon VHS, j'ai vu des films de gros bêta. S'il est vrai que la vidéo tue la radio, moi j'aime bien les images qui bourrent mon cerveau. Vidéoclub, j'tripe ces images comme Nam Trumpay. Vidéoclub. Cal, les métabarons, le lama blanc, Borgia, tous ceux qui ont tâté la BD de Jodorowsky, c'est tout le temps en train de dépasser les bornes ou nous montrer d'une façon très caricaturale la folle du Sacré-Cœur. J'aime pas le soda club ni la VH sauce. La meilleure vidéo que j'ai vue dans ma vie, c'est celle-là où Cindy qui attaquait son mari. Un soir que j'étais frustré, une vidéo, je l'ai défoncée. Puis à coup de poing, ben mon vidéo, il a arrêté de marcher. Puis à coup de poing, ben mon vidéo, il a arrêté de marcher. Mais actuellement, je travaille avec 10 artistes, les meilleurs du monde. Chaque 3 mois, maintenant, il y a un livre de bande dessinée que j'ai fait. Chaque 3 mois. Je vis de la bande dessinée. C'est pour ça que je suis là, tu vois, ce costume, c'est la bande dessinée. Bonjour. Je suis un personnage d'une bande dessinée de Jodorowsky. Je m'appelle Obélix. J'aurais aimé qu'il me dessine un peu moins gros, un peu plus fort. Mais il dit tout le temps, apprenez à être ce que vous êtes. Quand tu t'es pris pour un autre toute ta vie, tu rencontres un miroir de même, là, tu trouves que tu fais dur en hostie.
C'est pas grave, on est ici pour évoluer ensemble. Vite, 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 vite! Vidéo! 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 The tarot will teach you how to create a soul. Vous utilisez les cartes pour soigner les gens chaque semaine dans un bistrot près de chez vous. Vous offrez des consultations gratuites. Si, gratis. Et chaque mercredi, je vais en café, je m'assois, et les gens viennent, mais ils viennent beaucoup maintenant. Il viennent 200 personnes, mais je ne peux pas lire ça. Alors, le maître du café fait une loterie, et je lis les tarots, et je l'aide. Voilà, c'est ça l'histoire. Et beaucoup de femmes me disent, est-ce que je vais rencontrer un homme? Alors, je ne peux pas te dire si tu vas rencontrer un homme, mais je peux te dire pourquoi tu ne le rencontres pas. Avec grand plaisir, je vais commencer. Je dis qu'on ne lit pas les tarots pendant qu'on mange, jamais. Mais puisque je vous aime tellement, je le ferai pendant que vous mangez. Mais je ne le raconter à personne parce que c'est vraiment c'est un péché. Et c'est l'étoile. Quelle est ta question? Je cherche à marcher dans mon chemin, d'être dans mon instinct, dans mon cœur. Mon chemin d'instinct, de cœur, de créativité. Voir qu'est-ce qui me bloquait, en fait. Est-ce que tu as un couple? C'est fini. Il y a combien de temps? 2 mois. Ah bon. Il faut faire le deuil, ça prend quelques... Et tu l'aimais beaucoup. Combien de temps tu as écrit? 5 ans. Bon, dans 2 mois, les chemins d'Iker, on ne va pas les trouver tout de suite. Hein. Regarde où tu me mets, c'est difficile. On fait le deuil. Tu l'as quitté ou lui? C'est lui qui est parti. Avec qui? Une autre. C'est terrible, non, c'est terrible, terrible. Est-ce que tu as vu ta colère? Oui, je sais. Et qu'est-ce que tu as fait pour sortir ta colère? Je l'insulte dans mes rêves. On va faire primero, avant de te lire les tarots, je te donnerai un avis psychologique tout de suite. ¿No? Alors tu prends un pastèque le plus grand possible, tu colles la photo du gars, tu prends un bat de baseball, après tous les morceaux tu les mets dans un sac en plastique et tu mets là un cœur de brebis et tu l'envoies ce sac avec lequel les morceaux de pastèque au gars. Et comme ça, ça commence à... La maison Dieu, il y a un flanc qui sort, c'est la libération, c'est que tu es enfermé par le pouvoir masculin, par le pouvoir, quel qu'il soit, s'écroule et tu te libères. Et tu touches la terre, tu touches la nature, tu es libéré. C'est une rupture, mais c'est une libération. Évidemment que quand on fait cette libération, on trouve ce que c'est l'amour comme il doit être, que c'est pas des sexes contraires, sinon des sexes complémentaires qui s'entraident pour la réalisation. Et une fois qu'ils s'entraident pour la réalisation, on trouve sa place. Et quelle est sa place? C'est au milieu d'un terrain ou d'un lieu qui est à toi, au milieu d'une ville, au milieu de la Terre, au milieu du cosmos. C'est pour ça que c'est l'étoile. Parce qu'évidemment, pour une femme, quand l'homme la quitte pour un autre comme ça, c'est la haine à l'homme. Ça devient terrible, non? Et si par hasard notre Père nous a déçus, alors ça devient plus terrible. Alors je me demande si ton Père t'a déçu ou pas, parce que sinon, non. Mon père m'a déçu? Ah oui. Qu'est-ce que c'était avec toi? Ben, mon père était pas là. Ben, il était là physiquement, mais il était pas là émotionnellement ni mentalement. Puis mon père est parti aussi, a quitté ma mère pour une autre aussi. La généalogie se répète. Elle a employé le mot aussi. Ça veut dire que, écoutez bien, parce que là,
on a quelque chose de très important pour nous tous. L'émotionnel, le psychisme, a une tendance à répéter les blessures émotionnelles qu'on a eues dans l'enfance. Alors, si papa quitte ma mère pour une autre, ça me marque. J'absorbe la souffrance de ma mère. Je deviens ma mère. Et plus tard, je me provoque la même chose. Ça veut dire que dans le rôle de ma mère, je me fais quitter par l'homme et je reproduis. Et pourquoi je reproduis? Parce qu'il y a les clans, il y a la famille, et on est attaché à la famille, bien ou mal. Ça peut être la joie, ça peut être la douleur, mais les liens douloureux, c'est un lien qu'on veut conserver. Si j'avais ce lien que les pères, nos pères, les liens avec ma mère, alors je vais les reproduire, même si c'est douloureux, pour me sentir de la famille. De la même façon qu'on dit, dans notre famille, tout le monde a un cancer à la poitrine. Ma grand-mère, ma mère, moi. C'est parce que c'est les liens qu'on reproduit. On reproduit les divorces, on reproduit les maladies, on reproduit les abandons. Alors, au fond, ce n'est pas toi qui as été quitté, c'est de nouveau ta mère qui a été quittée dans toi. Alors, pour t'en sortir des problèmes, une fois que tu jettes la colère, tu dois t'en sortir aussi de ta maman. Alors, tu prends une photo de ta maman. N'allez pas plus vite que moi. Tu prends une photo de ta maman et tu agrandis le visage. Alors, tu te fais une masque de ta mère. Et là, tu marches dans la rue en regardant le monde, en étant conscient que c'est ta mère qui regarde le monde. Surtout, tu regardes les hommes. Et tu vois le regard que ta mère portait sur les hommes. Et après, tu regardes une photo de celui qui t'a abandonné avec le regard de ta mère et tu la mets à côté d'une photo de ton père. Et tu te rends compte de ce qui s'est passé dans toi. Et après, tu prends la masque, tu brûles la masque de ta mère, et pas. Là, je vais dire une chose féroce. Les cendres sont pures, tu sais, les cendres, tu les mets dans ton vagin, un peu de cendre. Para que ton vagin comprenne. Pas seulement ta tête, il faut que ça comprenne. Alors, une fois que tu fais ça, tu vas sentir que tu es arrivé enfin, pour la première fois dans ta vie, à la libération. Et à ce moment-là, quand tu es libre, qu'est-ce qu'il arrive? On va voir. L'arcane 13 de la sortie sans colère, encore. Alors il va dire, et après l'amour, l'amour. Voilà. Ça, c'est la sorcière qui vient chasser le mauvais sang. Un marabout a fait un gris-gris de moi. Un marabout a fait un gris-gris de moi. Il le porte à sa taille, fait danser le sang de caille qui me protège des serpents, mais qui me crée des tourments. Il ensorcelle ma femelle, elle ne peut être rebelle, elle en perd ses moyens, il la traîne dans le pétrin. Mais où est-ce qu'il est ce marabout-là? Mais où est-ce qu'il est ce marabout-là? Quelle est la question? Qu'est-ce qui bloque en moi, qui fait que je ne parviens pas à changer de carrière et de continuer à faire la carrière que je fais actuellement? Merci mon Dieu m'avoir donné tout de suite la réponse. Alors, lui dit qu'il veut être créateur. Alors, quel est le problème pour être créateur de ses rêves? Alors, tu vas voir que le tarot est progressif, ça va de 1 à 21. Mais là, ici, il y a un chiffre, ça va de 4 à 3. Ça veut dire que l'empereur, au lieu de voir, l'impératrice le donne le dos. Donc l'impératrice n'a pas, ne sait pas où mettre son œuvre, elle n'a pas de discipline. Alors elle fait jamais l'œuvre parce que ça se perd. Mais si on changeait, serait le couple idéal. C'est qu'il a la créativité, après il y a la discipline, et après, merveilleux, c'est merveilleux. Le liquide n'est pas en train de tomber, le liquide est en train de monter. C'est qu'il est en train d'absorber
en la réalisation. Toi, tu as nié ton âme féminine et tu as mis l'homme à la première place. Discipline, tout ça. Alors, tu as parti. Ton âme est perdue. Qu'est-ce que j'ai fait? Qui me guide? Si un homme n'éveille pas sa féminité, il ne peut pas faire créativement grand chose artistique. Et si une femme n'éveille pas sa masculinité, non plus. Donc, pendant 15 jours, tu vas être habillée en femme. Je me suis dit, bon sang, il faut que je donne des conférences publiques là dans les 15 jours qui viennent. Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais me débrouiller? Comment est-ce que je vais expliquer à mon public? Puis j'ai vu les rendez-vous professionnels que je devais avoir aussi. Au travail, la famille, voir les amis, la rue, les restaurants, forniquer, en femme. Ça ne veut pas que tu vas être gay, même si ça t'arrive, pourquoi pas. Et puis finalement, je me suis dit, je ne vais pas reculer juste parce que pendant 15 jours, je vais devoir me présenter en femme un peu partout. J'ai plusieurs conférences à donner, donc je vous donne rendez-vous. Donc j'ai acheté des vêtements qui finalement étaient des vêtements très chics, très chers, des vêtements en soie, des très belles jupes colorées, etc. Et donc voilà, les choses étaient faites. J'ai demandé des conseils à ma femme quand même parce que s'habiller en femme, j'ai acheté des bas aussi, des très beaux bas, très chers. L'impact finalement d'un acte psychomagique, c'est que tu le fais avec le corps. Et une fois que tu l'as fait avec le corps, eh bien ça s'inscrit dans la mémoire de tes cellules et tu ne l'oublies plus. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui reste marqué à l'intérieur de moi alors que finalement, ça n'a duré que 15 jours. Dans un acte de psychomagie insensée, la capsule mystique s'est changée en capsule psychédélique. En hommage à M. Jodorowsky et à Pascal, ce tableau va être illuminé et nous allons révéler ce qui est en dessous, le multidimensionnel de ce tableau, comme peut-être vous ne l'avez jamais vu. Que la vie soit belle et bonne pour vous. Bonsoir. Voici Alejandro Jodorowsky.
Je ne suis pas un cinéaste industriel qui vit du cinéma, qui fabrique chaque film comme un Big Mac. Quand je fais un film, c'est parce que j'ai quelque chose à dire. Et c'est tellement important pour moi de le faire que si je ne le fais pas, je meurs. Que pendant 30 années, j'ai économisé, vraiment, hein, franc par franc, dollar par dollar, et j'ai l'argent pour produire mon film. La danse de la réalité dans mon village natal. Je vais le produire, je vais tout perdre l'argent. Et je vais annoncer un film fait pour perdre de l'argent. Parce que le film soit, il a gagné 400 millions de dollars, c'est une merveille. C'est comme si le fric, l'argent, c'était la qualité d'un film. Et c'est pas du tout. Il faut oublier l'argent. Je ferai le film pour le donner gratis. Ça dans 100 000, ça en Internet, et je vais perdre l'argent. Et enfin, on va faire de la film d'art. Alors, on vous souhaite de perdre beaucoup d'argent. Merci, c'est une inspiration artistique pour nous. On vous souhaite un bon cinéma. Armand, je vous présente un petit gars qu'on a embarqué sur le pouce tout à l'heure. Il s'appelle Alexandre. Celui qui nous reçoit, Armand Vaillancourt. Ça fait plaisir. On vous a vu hier soir, les années 70. Oui. Cracher sur ceux qui, par l'oppression, bâtissent leur maison. Les valeurs, la mafia, le système capitaliste dans son ensemble. Bonsoir tout le monde, bienvenue chez Armand Vaillancourt. Bienvenue à cette soirée qui s'annonce à la fois historique et ou hystérique. On va essayer juste de tendre vers l'historique. Ce soir, nous sommes réunis ici grâce à vous en fait, parce que c'est grâce à votre folie d'avoir osé vous commettre de cette façon que nous avons réussi à inviter notre invité d'honneur ce soir. Donc merci d'être ici. C'est un peu grâce à vous, beaucoup grâce à vous que cette semaine-là existe. Donc merci d'être là. On vous offre un repas 5 services de la plus haute qualité dans le décor anarchique de Armand, dans un confort cabane à sucre, mais avec une esthétique haut de gamme. Merci. La campagne et toi d'être ici ce soir, c'est un grand honneur. Et tous ces beaux invités. Alors nous allons commencer immédiatement avec le premier service et un peu plus tard dans la soirée, on procédera à une petite prise de parole ritualisée pour se présenter, faire plus ample connaissance. Mais en attendant, je vous invite à déguster la terrine de Fou du cochon mise en scène par Agnès Dei et accompagnée actuellement par le Pinot Gris réserve personnelle Prince Zaymer. Et pourquoi pas le lever notre honneur tout de suite? Oui. Camarades, j'aimerais souhaiter la bienvenue à notre invité d'honneur et son épouse, M. Alexandre Jodorowsky. Merci de nous faire l'honneur et le privilège d'être ici. Merci Pascal Montandon. Ritualiser cette présentation-là à l'aide d'un bâton de parole. Donc, c'est un concile. C'est une tradition qui vient des Premières Nations, de nos amis des Premières Nations. C'est un jeu qui s'adresse à l'inconscient, donc je trouvais que c'était un beau jeu aussi pour notre invité. Donc, c'est vraiment une espèce de petit polaroid de votre état intérieur, votre nom et l'état dans lequel vous êtes ou l'intuition qui vous a guidé ici. Et quand on a terminé, pour ritualiser encore et pour clore votre parole, nous allons dire « Ho ». Donc, Ho vient aussi de la tradition des Premières Nations, qui voulait tout simplement dire « j'ai parlé ».
Ho veut dire j'ai parlé et nous allons répondre aussi ho, voulant dire nous t'avons écouté. Alors je déclare ce conseil ouvert. Je suis un atome, heureux de vivre et heureux d'avoir, dans son parcours, rencontré Alejandro Jodorowsky. Oh! 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 Ben, moi, je m'appelle Robin. Il y a une semaine et demie, dans mon écurie, mon coq El Topo est mort. J'étais triste. J'ai croisé François dans un bar. On a bu beaucoup d'alcool et il m'a dit que... Il m'a dit que vous étiez en ville et ben, j'étais très heureux de vous rencontrer. Si jamais vous avez un coq, je cherche un coq. Oui, un instant là, que j'installe ma caméra parce que je veux pas me manquer. Oui, c'est beau. Bon, alors, je me cache toujours dans l'ombre et derrière la caméra de façon à ce qu'on ne me voit pas trop. Voilà. À 5 ans, tous les matantes qui venaient me voir à la maison disaient à ma mère, « Il est donc sage, cet enfant-là. » Alors voilà, j'ai continué. Alors, je suis Pascal. Je suis très contente d'être accueillie par tous ces gens si gentils. Et j'aime Alejandro Jodorowsky. Je dois confesser qu'à l'intérieur de moi, je ne m'appelle pas Jodorowsky. Je n'ai pas de nom, c'est pas comme un nom. Mais avec mon être essentiel, je suis ravi d'être ici. C'est un instant de félicité infinie. Et c'est un grand plaisir, surtout de me savoir à Montréal, non, et vous voyez agir comme ça, et cette maison si pleine de choses. C'est un plaisir infini, merci beaucoup. Oh. Au Québec, on nous oblige à être artiste dans un seul milieu. Si tu es acteur, demeure acteur. Si tu es cinéaste, demeure cinéaste. Peintre, poète. Comment vous avez fait pour vous foutre des gens et être un artiste complet et pas vous laisser influencer par la masse? Est-ce que tu sais ce que c'est un koan? Un koan, c'est une devinette zen qui te casse le cerveau. Tu dis, ça c'est le son des mains, que le son d'une main, des choses comme ça. Alors, je vais te poser un koan. Toi, tu es dans un bloc de granit. Mets-toi dans un bloc de granit, complètement enfermé dans les blocs de granit. Comment tu sors? Ben, je frappe comme un chien. Tu frappes comme un chien, c'est du granit. Ben, je frappe pareil, jusqu'à mourir. Et tu frappes jusqu'à quand? Je sais pas, jusqu'à temps que ça défonce, cette maudite affaire-là. Ah, c'est que ça se ouvre comme ça? Ouais. Ben, sinon, c'est quoi? Je vais te dire. Comment je sors? Comme ça. Tête. Ah. C'est un bloc mental. Ah oui. Toutes les difficultés avec Montréal, qu'on ne te laisse pas sortir, c'est ton bloc mental. Tu n'as qu'à aller faire l'art que tu veux, c'est fini. Voilà, donc la peur de maître Zen disait, quand tu es dans un mât, au sommet, tu ne peux pas descendre, qu'est-ce que tu fais? Il ne savait pas quoi faire, je sais. Elle te donne un pas dans le vide. Breton disait, laisse ce qui est sûr pour l'incertain. Je ne peux pas me permettre de donner un regard intellectuel à notre réunion. Ce qui me permet, c'est un regard créatif, parce qu'on est dans une maison créative et parce qu'on vient pour moi comme créateur, mais je peux donner un regard affectif. Alors,
Comme un regard affectif, c'est complètement agréable que vous faites ça. Je ne verrai nulle part au monde une réunion pareille. C'est la première fois que j'assiste à une réunion comme ça. Et vous êtes capables, tous différents, de vous réunir pour un intérêt sur quelqu'un qui fait quelque chose qui vous intéresse. Vous êtes capable d'être tranquille, de parler, de célébrer, de s'amuser, de rire et tout ça. Et c'est extraordinaire émotionnellement. Alors, intellectuellement, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas parlé des thèmes intellectuels ici, que je te dis. Je ne sais pas. Mais émotionnellement, c'est formidable. Je pense qu'on peut trouver ça qu'ici, c'est caractéristique de cette ville. Je n'ai trouvé aucun. J'étais à Toronto, j'étais à Québec, j'étais dans beaucoup de villes dans le monde. Ça, c'est l'unique ville où j'ai vu une chose pareille. Voilà. Bravo! Bravo! C'est des beaux moments, hein? Ah, formidable. Beaux moments qu'on va faire. L'âge, c'est quelque chose de développement intérieur. Le corps, lentement, suit. Alors, si on se sent vieux, on vieillit. Si on a toujours les mêmes idées, les idées s'agglutinent dans notre cerveau, c'est comme un poids qui ne nous permet pas d'avoir de nouvelles expériences, donc on commence à périr. Et vous, est-ce que vous l'expliquez, la signification de votre vie? Mais il y avait une femme qui était mourante. C'est la femme du directeur de l'hôpital neurologique de Paris. Là, elle était en train de mourir de cancer. Alors, elle me dit, je ne vais pas voir un curé, je vais vous voir à vous. Alors, je l'ai pris dans mes bras. La première chose que j'ai fait, personne ne la prend dans les bras. Elle est comme ça, en train de prendre des pilules, l'infirmière. Dans les hôpitaux, tu n'es pas un être humain, tu es un malade. Alors, je le prends dans les bras et je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Elle me dit, je veux que tu me dises l'essence de la vie. Alors, je lui répondis pour la calmer, parce que ce n'était pas ma réponse. Ce que je devais lui dire, je dis, ne te préoccupe pas, la vie n'a pas de sens. Alors, elle me dit, c'est ça que je voulais écouter. Et après, elle est morte le lendemain. Mais moi, la réponse que je voulais lui donner, c'était, la vie n'a pas de sens. Seulement, il faut la vivre. La recherche du sens de la vie, c'est une recherche intellectuelle. Mais la vie n'est pas intellectuelle, c'est tout sauf intellect. Alors, il faut se vivre. Et comment se vit? En étant ce qu'on est et pas ce que les autres veulent que tu sois. Alexandro. En fait, c'était en 1960. Dans ce temps-là, je ne ressemblais pas à ça. C'est pour ça qu'il ne me reconnaît pas, là. Je travaillais sur la rue Saint-Laurent. Puis là, qui c'est que je ne voulais pas monter les marches du Cléopâtre? Un espèce de beau chilien, là, tu sais. Puis là, il m'a regardé dans les yeux, là. Puis là, ben, je tombe enceinte. Et puis, je ne suis pas prévu au programme ce soir, mais Alexandro, t'as une petite fille que tu connais pas.